Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc Mayou. Madame Arsenault, bon lundi. Hey, beau lundi. On a-tu eu un beau week-end en plus? Légèrement. Sincèrement, je veux vraiment qu'on prenne quelques minutes de l'émission parce que vous avez eu vent qu'on avait un concours organisé avec des auditeurs pour gagner la chance d'avoir un séjour à la pourvoirie du Lac-Blanc à Saint-Alexis-des-Monts et d'avoir l'occasion d'avoir un souper là, en compagnie du Doc et moi. Et on a rencontré la gang de Michel Arsenault qui avait gagné. En passant, on était chanceux. On a vraiment tombé sur une belle gang, là, en passant. Vraiment, Doc était bien entouré de femmes. C'était 5 femmes qui étaient là à la pêche. Et moi, j'ai été très gâtée de pouvoir pêcher avec Doc Mayou qui mettait même mes verres après mon hameçon. Je tiens à le dire parce que c'est gentleman. Oui. C'est gentleman de votre part. Non, ben écoute, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes qui ont de la difficulté avec les verres. Ah, moi, ça m'écoeure. Oui, Surtout d'être obligé de le couper en deux avec ouais. tes ongles. Là. J'haïs ça. Alors que c'est un phénomène qui est beaucoup plus rare chez les hommes, cette espèce d'aversion Ouais. pour les vers de terre. Alors, quand c'est facile, on le fait. En tout cas, fait que bref, et on a eu... Hey, moi, je pense que c'est mon record de grosseur de poisson pêché. Là. Je l'ai mis fièrement sur ma page Facebook. Et, chers auditeurs, il y a une caractéristique chez Mme Arsenault. Elle a un lancer d'enfer. Oh, vous avez remarqué? Ben, j'ai remarqué le lancer et j'ai dû pratiquer le mien pour équivaloir là-dessus. Oh, un petit orgueil ici, là, qui était... Orgueil, oui, orgueil oblige. Mais vraiment, merci à toute l'équipe de la pourvoirie. Quelle belle place. C'est exceptionnel. Moi, c'est ça, je vais retourner, là. Oui. Avec des gens que j'aime, leur faire découvrir ça, puis vraiment. Saint-Alexis-des-Monts est un endroit extraordinaire. Ah, oui. C'est dans les montagnes, c'est près de Québec, c'est pas loin de Montréal. C'est à mi-chemin entre les deux. Et c'est pas tellement loin de la 40. C'est à peine 3/4 d'heure, même pas 1 heure de la 40. Alors, vous embarquez sur la 40, puis à moins d'1 heure, vous êtes en plein bois sur un domaine extraordinaire. Puis il y en a d'autres domaines à Saint-Alexis. Oui. Alors, en tout cas, merci des beaux lacs giboyeux. À Gaston qui nous a reçus. Merci à Jean-François qui était là pour nous offrir le repas le soir. Merci également à Tony. Je me rappelle pas le plus jeune. C'est Max, exactement, qui nous ont bien aidés à préparer nos filets. Fait que, bref, merci. Il y a des... Tailler des filets de truite, c'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un qui en fait pas souvent, comme Max m'a dit, risque de massacrer le filet plus qu'autre chose. Alors que quelqu'un qui est habitué avec un bon couteau qui coupe, ils nous font ça, là. Avez-vous mangé votre truite? Oui. Moi aussi, hier. Oh! Et, chers auditeurs, un mot. La truite d'hiver, pêchée l'hiver sous la glace, et la truite de printemps très tôt est une truite d'eau froide. Okay. Elle n'a pas le même goût que l'été. C'est savoureux. Ah, vraiment? Ouais. Évidemment, moi, je l'ai fait cuire avec du bacon. Fait que ça a un beau petit goût super intéressant. Tu as fait cuire tes petites? Non, j'ai pris... Hier, c'était les filets. J'ai fait, c'est ça. Okay. Et ce soir, c'est parce que j'en profitais pendant que c'est frais. Tu sais, je me dis, c'est le temps d'en manger pendant que c'est frais, c'est tellement bon. Là, j'en ai une entière. Et là, je vais la farcir. Et je vais la barder de bacon. Puis je vais la mettre au four. Si jamais il y a des auditeurs qui ont encore une meilleure recette que ça, faites-moi la parvenir. Parce que là, c'est le temps, cet soir, je la fais cuire. Puis on va faire mon épicerie tantôt. Puis on parle de truite de 3 livres, environ 3... 3-4 même, là. 3-4 livres, oui. Puis c'est pas des farces, là. Oui. Exact. C'est pas exagéré, là. Non, moi, c'est mon record, là. C'est ça. Alors, donc, ça, c'est très bon pour le moral. Décrocher, là, comme ça, là, en passant, ça m'a fait un bien extraordinaire, personnellement. C'est dur de décrocher de nos jours, je trouve. En tout cas, ça dépend, là. Mais quand t'as la tête pleine, t'as plein de projets, t'as plein d'affaires, décrocher vraiment, là, c'est pas facile. Et, en tout cas, là, je l'ai fait. Mais la vie est bien faite. Puis là, on va faire le plus possible de ne pas identifier personne, OK? Mais on s'était déjà dit vendredi
qu'aujourd'hui, on allait faire l'émission sur les antidépresseurs, pour le meilleur ou pour le pire. Là. Et la question, je vous la pose déjà tout de suite parce que vous pouvez déjà réserver votre circuit téléphonique. En avez-vous vraiment besoin des antidépresseurs? Parce que les effets secondaires, les conséquences reliées à ça, vous allez en avoir la preuve là. On a rencontré quelqu'un, à un moment donné, qui nous a parlé, qui connaissait quelqu'un, qui avait débuté des antidépresseurs à prendre ça. Votre question qui arrive toujours quand on parle de ça, elle a pris combien de livres? Elle a pris 100 livres. 100 livres. Et là, elle est en attente pour avoir une chirurgie bariatrique. C'est comme, là, effet qui entraîne un autre effet, effet qui entraîne un autre effet. C'est épouvantable. C'est incroyable, là. On n'est plus dans le traitement médical. On est dans n'importe quoi. 100 livres de gain pondéral suite au traitement antidépresseur qui conduit à un brochage de l'estomac. Aïe, aïe, ça va pas bien. Ça va pas bien. Deuxièmement, c'est une jeune personne. Autre effet secondaire, perte de libido, perte de la capacité d'orgasmer. Chez les hommes et chez les femmes. Pour la plupart de ceux qui sont aux antidépresseurs. Pas tous, mais c'est très fréquent comme effet secondaire. Conséquence, on va en entendre aujourd'hui. Oui. Alors, j'en dirai pas plus, là, parce qu'on va vous demander, en avez-vous besoin? Exact. Et je pense que c'est... Pourquoi en prenez-vous? Puis là, on va être inclusif, là, parce qu'en partant, antidépresseur, c'est un problème de femmes, en général. Il y en a des hommes qui en prennent, oui. Mais la majorité, c'est des femmes. 2 fois plus, OK? Mais messieurs, qui avaient une conjointe qui prend des antidépresseurs, est-ce que ça affecte votre quotidien? Qu'avez-vous observé? Exact. Vous pouvez le faire par texto, vous pouvez le faire par téléphone au 25226. Là, moi, je vais donner des chiffres, OK? Oui. On va commencer par ceux-ci, parce que c'est des chiffres récents qui sont sortis sur Radio-Canada. Données obtenues par Radio-Canada. Premièrement, les Québécois, au niveau des pilules par habitant d'antidépresseurs en 2017, ça représente, on va l'arrondir, 63. Au Québec, c'est par habitant, 63 pilules d'antidépresseurs. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en Colombie-Britannique, c'est 49. Qu'en Alberta, c'est 50. Qu'en Ontario, c'est 50. Qu'au Manitoba, c'est 50. Qu'en Saskatchewan, c'est 51. Québec, 63. Les Québécois en prennent plus que la moyenne nationale. Qu'est-ce qui se passe chez les Québécoises? Nouveau-Brunswick et du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, c'est plus, il faut le mentionner. Mais au Québec, on en prend plus que la moyenne. Maintenant, moi, ce que je trouve terrible, c'est que chez les enfants, il y en a de plus en plus. Oui. D'antidépresseurs. Et quand on dit enfants, là, je m'adresse aux auditeurs, pouvez-vous vous imaginer qu'il y a des 6 ans qui prennent des antidépresseurs? Ça, c'est des chiffres là, de 6 à 10 ans. En 2017, au Québec, il y en a 400 jeunes de 6 à 10 ans qui prennent des antidépresseurs. Chez les 11 à 15 ans, ils sont 2236. Et chez les 16 à 20 ans, ils sont 10 000. Est-ce que le ratio homme-femme est... est-ce que le genre est indiqué? 2 fois plus chez les adolescentes. Oui. C'est juste sur les adolescentes, OK? Adolescentes de 14 à 17 ans qui ont eu recours à des antidépresseurs. En 10 ans, là, c'est une augmentation de 160 %. Et le phénomène est particulier chez les jeunes filles. Bon. Comment expliquer qu'il y a 2 fois plus d'adolescentes aux antidépresseurs que les adolescents? Comment expliquer qu'il y a 2 fois plus de prescriptions d'antidépresseurs chez les femmes que chez les hommes? À un moment donné, il y a des limites. On va devoir investiguer les causes, les raisons. Comment se fait-il qu'il y a 63 pilules
d'antidépresseurs en moyenne par habitant au Québec. Alors que, écoute, dans le reste du Canada, on parle de 49, 50, 51, 55, possiblement pour les maritimes. Alors, qu'est-ce qui se passe chez la Québécoise? Alors, on s'arrête le temps d'une pause. 25-226, au téléphone. Vous qui prenez des antidépresseurs, pourquoi? C'est quoi qui vous a poussé à prendre les antidépresseurs? En avez-vous vraiment besoin? Et quels sont les effets secondaires? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Oui, on nous a doré la pilule, José, en nous donnant une moyenne par habitant. Tu sais, 63 pilules d'antidépresseurs, 63 comprimés d'antidépresseurs par habitant au Québec. Ça nous dit pas grand-chose. Moi, je trouve que c'est beaucoup, par exemple. Jusqu'à temps qu'on multiplie par le nombre d'habitants. Et là, ça nous donne le total de comprimés probablement vendus par les pharmacies. Et savez-vous qu'est-ce que ça fait comme chiffre, chers auditeurs? Au Québec, en 2017, il se serait vendu 504 millions de comprimés d'antidépresseurs. C'est incroyable. Incroyable. Bon, là, en vous allez passant, là, je m'excuse, là, mais on, Oui, on va calculer de quoi, là? Pas nécessairement avec la calculatrice, mais dans notre tête, OK? Ça veut dire que la plupart de ces médicaments-là, c'est nous, les Québécois aussi, qui payons ça, là. Ben oui. Dans nos impôts, là. Oui. Parce qu'on rembourse. OK? Et là, en plus de rembourser, bien là, tous les gens qui prennent du poids, qu'est-ce que ça occasionne, l'obésité? Le diabète, le cholestérol. Qui paye encore pour ça? Non, mais maintenant, il faut se dire les vraies affaires, là. Oui, je suis d'accord, José. Alors, avant de prescrire un antidépresseur, ça vaudrait la peine vraiment d'avoir un bon diagnostic, peut-être? Moi, j'ai une amie qui m'a écrit. Oui. Elle m'a rappelé de quoi? Quand son conjoint est décédé, subitement, c'était tough. Son médecin lui disait, je vais te prescrire des antidépresseurs. De toute façon, les assurances le demandent. Non, je ne veux pas en prendre des antidépresseurs. Je me souviens, on en avait parlé ensemble. Finalement, pour avoir la paix, elle prenait la prescription. Elle ne les consommait pas, mais elle allait chercher. Comprenez-vous? Difficilement. Difficilement parce que j'ai jamais entendu ça, ce que tu viens de dire, José. Non. Oui! Vrai comme t'es pas là. Fait que- T'es là. Mais tu sais, à un moment donné, les médecins aussi ont leur part à jouer, là. La compagnie d'assurance décide de ne plus indemniser quelqu'un Exact. parce que ce citoyen-là ou cette citoyenne aurait refusé de prendre un antidépresseur qui, Exactement. dans certains cas, peut augmenter les problèmes de la personne. Non, ce matin, là, c'est très sérieux. On discute d'un problème de santé publique, José. Non, on est rendu là. Et il y a quelque chose qui ne marche pas au Québec, principalement chez les femmes québécoises et les adolescentes québécoises. C'est pas vrai qu'on va laisser passer ça sous le radar de la vigilance collective. Qu'est-ce qui va pas? Oui. Alors, vous, Pourquoi de votre vous prenez côté, ça? exact. Oui. En avez-vous vraiment besoin? On va se questionner ce matin. Oui. Et on s'interroge aussi par rapport à ce que ça peut amener comme effet secondaire avec le conjoint. On a homme 48, Oui, attends, va pas trop vite. Je note ça. Oui, ma blonde 47, oui. et je le lis tel quel, OK? A commencé à prendre des antidépresseurs v'là 1 an. 55 livres de plus, plus de libido, fait l'amour 1 fois par mois, des fois aux 2 mois, toujours marabout, plus vivable. C'est sûr que même si je l'aime, je vais être obligée de la quitter. Je suis plus capable de vivre ça. Bon. Maintenant, OK, j'en profite. Regarde, prochain rendez-vous chez le médecin. Madame, monsieur, prochain rendez-vous chez le médecin, vous allez aller avec votre conjoint, vous allez l'accompagner, vous allez vous asseoir dans la salle d'attente et vous allez demander, avant de vous asseoir dans la salle d'attente, à la secrétaire de bien vouloir avoir un 5 à 10 minutes avec le médecin lorsqu'il aura vu votre conjoint.
La secrétaire va faire le message au docteur. Docteur, le conjoint de Mme X est avec elle. Il est dans la salle d'attente. Il aimerait vous voir après, pouvoir vous entretenir de quelques points. Docteur, est-ce que vous avez remarqué que ma conjointe a pris 55 livres? Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle n'avait plus de libido et qu'on avait des relations sexuelles aux 2 mois? Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle était plus irritable depuis qu'elle prenait des antidépresseurs? Et probablement parce qu'elle tolère très mal son gain pondéral, son gain de poids. Est-ce qu'elle vous a dit ça, docteur? José, je sais ce que je dis. Ça, on est au niveau du médecin de famille. Oui. Ce que je viens de dire vaut aussi pour le psychiatre. Pas en même temps qu'elle. Non. Après. Après. On va aller au téléphone, on va parler avec Annie. Bonjour, Annie. Oui, bonjour. Bonjour, Annie. Moi, je prends des antidépresseurs depuis une quinzaine d'années. Depuis même un petit peu plus que 15 ans. Là, vous avez quel âge? 35 ans. OK. Fait que depuis que vous avez 20 ans que vous prenez des antidépresseurs. Oui, exactement. Puis, peut-être est-ce que dans des cas, justement, c'est très facile d'en avoir, puis on donne ça pour rien. Mais dans mon cas, je suis très contente de les avoir et j'en ai besoin. Racontez. Mon adolescence s'est pas très bien passée. Le cerveau n'arrêtait pas. Je faisais beaucoup d'anxiété sociale. Je sortais pas faire l'épicerie. J'allais pas magasiner. Je mangeais, je mangeais de la bouffe de dépanneur là pour pas sortir de chez nous. C'était vraiment infernal. J'avais tout le temps le goût de mourir. Puis à un moment donné, j'ai été à la clinique. J'ai la situation. On m'a donné des pilules parce que c'est très facile d'avoir des pilules, mais ça s'est avéré que ça m'a fait du bien. C'était pas parfait, mais ça me stabilisait un peu plus. Récemment, j'ai eu un diagnostic de trouble de personnalité limite. Donc, je prends toujours mes antidépresseurs qui sont là pour l'anxiété, puis je prends du Seroquel également. Puis, honnêtement, oui. Je me suis jamais sentie aussi, là, je vais utiliser un terme que je devrais peut-être pas utiliser, mais normal. J'ai une qualité de vie incroyable aujourd'hui. Et vous êtes supposé souffrir d'un trouble de personnalité limite avec une vie incroyable. Mais en ce moment, là, c'est pas parfait. Mais se lever le matin, se lever le matin, puis que ce soit plus difficile, ça arrive au commun des mortels. Se lever le matin, c'est rien passé la veille, puis avoir le goût de mourir, c'est lourd. Mais Annie, la bouffe de dépanneur à l'adolescence, c'est ça que vous avez dit? Oui. Je sortais pas de chez nous, je vivais énormément j'étais trop anxieuse. Oui, mais vous étiez où? Vous nous parlez de quel âge? À 17 ans. À 17 ans, vous étiez où pour manger de la bouffe de dépanneur? Dans un appartement. Toute seule. Un et demi. Qui payait pour l'appartement? Moi. Travaillais. Vous avez pas... Vous savez, Annie, oui. Je présume que, comme tout le monde, vous avez eu 2 géniteurs. Oui. Un homme qui a accouplé une femme, puis ça vous a donné, ça vous a créé. Oui. À 17 ans, ils étaient où? J'ai pas eu les meilleurs. À 17 ans, Annie, ils étaient où? Vous savez, j'ai pas envie de rire. Si vous trouvez ça drôle avec vos antidépresseurs, moi, ça me donne pas le fou rire du tout. Non, je comprends. En fait, ma mère et mon père se sont séparés après comme 25 ans d'union. Puis, mon père faisait beaucoup de violence psychologique à ma mère, énormément. Quand ils se sont séparés, c'est comme si s'il y avait juste leurs problèmes. On n'existait plus. On, ça implique qui? Y avait-vous dans le décor? Mes sœurs.
Qui avait quel âge à ce moment-là? 16, 19, puis 34. 19 puis 24, pardon. Vous étiez l'avant-dernière? Oui, je suis celle du milieu. Ouais. Et vous êtes en train de nous dire que là, ça fait 20 ans que vous prenez des antidépresseurs parce que vous avez eu 2 géniteurs morons. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. C'est dommage. Je suis consciente de ça, mais vous savez, on a essayé de diminuer les doses, puis de ça fait tellement mal en dedans. Qu'est-ce que ça vous fait de vous faire dire à la radio que vous avez eu 2 géniteurs morons? Je le sais. Depuis je quand? le sais. Depuis quand, vous le savez? J'ai eu des thérapies, des consultations, donc j'en suis pas à ma première confiance. Je suis consciente que mon père et ma mère ont fait une job de mort. Quel contact avez-vous avec les 2 géniteurs morons aujourd'hui, ces temps-ci, depuis un mois? Depuis un mois. Bon. Mon père et moi, on n'a plus de contact. OK. Et ma mère et moi, c'est « Ah, il fait soleil aujourd'hui. Oui, c'est magnifique. Passez une bonne semaine. » C'est ça. Vous lui parlez à quelle fréquence? Rarement. Je veux dire peut-être une fois par mois. On se voit peut-être, c'est pas vrai, on se voit une fois ou 2 semaines, mais c'est très superficiel. C'est vraiment superficiel. Vous voyez dans quel contexte? Des contextes de famille, parce que j'ai des sœurs et j'ai un enfant. Ah oui? Oui. Donc, des brunchs, des ha-ha-ha. C'est drôle, la vie est belle. Oui, c'est ce que les antidépresseurs permettent. Probablement. Un simili de vie normale. Ouais, un simili. Ouais. Excellent. Au moins, Merci. Oui, Annie, au moins beaucoup. quoi? Oui. au moins, ça enlève le goût de mourir. Bonne chance. Merci de Au votre revoir. appel. Les 9h56. On s'en va où avec ça? 504 millions de pilules d'antidépresseurs qui ont été vendues par les pharmacies en 2017 pour enlever le goût de mourir, nous dit Annie. Comment, en tant que conjoint, comment le vivez-vous? Et vous, personnellement, est-ce que vous êtes rendu compte que vous n'en aviez pas besoin tant que ça des antidépresseurs? Ça pourrait être intéressant d'en entendre des gens qui l'ont réalisé. Ou encore, pourquoi vous en prenez? En avez-vous vraiment besoin? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On se dit les vraies choses. Aujourd'hui, on parle d'antidépresseurs. En avez-vous vraiment besoin? Femme, 27 ans. Il y a 2 ans, mon médecin m'a prescrit des antidépresseurs. J'avais consulté pour un manque de sommeil. Je me réveillais à répétition depuis plusieurs mois. Elle m'a donc suggéré de prendre le trazodone avant de me coucher. C'était efficace. Si je tombais comme une bûche, même que le lendemain, j'avais de la misère à faire ma journée car j'étais encore dans les vapes. Conséquence, moins performante. Plus de libido, plus d'orgasme, rien. Ma performance est revenue depuis l'arrêt il y a 1 an et demi, mais j'ai eu mon premier orgasme depuis la semaine dernière et ma libido n'est pas revenue comme elle était loin de là. Je regrette énormément de l'avoir pris. Ça veut dire que même après avoir arrêté les antidépresseurs, ça peut reprendre du temps avant que ça revienne comme avant. Il y a plusieurs réactions. Il y a quelques cas, effectivement, d'effets secondaires prolongés. C'est rapporté dans la littérature et j'en ai eu dans ma pratique. On va aller au téléphone. On va parler avec Denise. Bonjour. Bonjour. Denise, Oui. on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Oui? Moi, je suis bipolaire depuis 1991 Oui. et j'ai commencé à engraisser après 10 ans.
J'ai pris du lithium, j'ai pris... mais là, présentement, je prends du Seroquel et 600 milligrammes. Oui. Et puis, j'ai essayé, il y a 3 ans et il y a 3 mois, d'arrêter de cette pilule-là, puis de prendre un autre. Et puis, je deviens down, je suis pas capable de cesser cette pilule-là parce qu'elle m'affecte trop voyons, mon humeur. Ben, Puis c'est pas là, facile. Oui, Pardon? allez-y. Allez-y, continuez. Là, j'ai cessé au mois de janvier d'essayer d'en prendre. Puis j'ai repris au mois de février ma dose qui était avant. Et puis là, je commence à me sentir mieux, là. Oui. Vous avez quel âge, Denise? 61 ans. Vous avez 61. Et vous savez, c'est pas facile. Vous êtes suivi par un médecin généraliste ou par un psychiatre? Par un psychiatre. Bon. C'est pas évident dans votre cas. D'abord, le lithium ne fait pas prendre de poids. C'est parce que vous preniez d'autres choses. Non, ça, c'est à partir de l'âge de 45 ans. Oui. 43, 45, j'ai commencé à engraisser. OK. Parce Maintenant, qu'ils ont enlevé le lithium puis ils m'ont donné Abilify. oui. Parce que j'ai fait comme une overdose avec le lithium, là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez fait une overdose avec le lithium? Ben, ça m'a occasionné que j'allais aux toilettes à tous les 20 minutes, 15-20 minutes. OK. À cause du lithium, je buvais beaucoup, puis... OK. Vous savez, Denise, on ne pourra pas faire beaucoup de millage avec vous ce matin parce que vous êtes déjà suivi par un psychiatre et c'est pas facile. C'est parfois pas facile. Alors, on va vous souhaiter bonne chance. Il ne s'agit pas de remettre votre diagnostic en cause. Je vous ai pas examiné. Jusqu'où le traitement est pertinent, ben, on vous souhaite... Alors, demeurez près de votre médecin de famille et de votre psychiatre. D'accord? Merci, Denise. Oui. Denise. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ici, on a femme 42. Je suis passée de 145 à 195 livres en un an. J'ai pris des antidépresseurs suite à du harcèlement au travail. Maintenant, à 180 livres, je suis mal dans ma peau, je cherche de l'aide pour perdre ce surplus. Le fait d'être grosse me décourage énormément et je suis démotivée. Auriez-vous une piste de solution pour avoir le petit boost pour repartir du bon pied? Ce qui me chamboule dans cette histoire-là, c'est qu'un médecin donne une pilule suite à du harcèlement. S'il y a vraiment eu harcèlement, est-ce que vous croyez qu'une pilule va faire cesser le harcèlement et ses effets? Croyez-vous vraiment ça? Ici, la problématique telle que présentée ne tient pas la route. Il y a eu un gain de 50 livres, Josée, en un an. Oui. Là, la personne a été harcelée, a subi les conséquences du harcèlement, a pris 50 livres et vit avec les conséquences d'une perte d'un gain pondéral de 50 livres. Oui. Ça va pas bien, Josée. Ça va pas bien. Est-ce qu'on a pris la bonne approche en médicamentant une personne qui était harcelée au lieu de la soutenir? On poursuit. On va parler avec Isabelle, qui vient de quitter à l'instant. Alors, on va parler avec Manon. Bonjour, Manon. Oui, bonjour. Bonjour, Manon. Bonjour, Doc Mayou et José. Moi, je prends actuellement un antidépresseur citalopram, 40 milligrammes. Puis moi, c'est pas j'ai pas eu de surplus de poids, c'est plus concernant ma libido. Allez-y, racontez, expliquez aux auditeurs, expliquez-nous, qu'est-ce que vous voulez dire par libido? Ben, j'en ai plus. Qu'est-ce que vous avez pu? D'orgasme, est très basse.
Qu'est-ce qui est très bas? La libido, Oui, bien, la libido, pour vous, c'est quoi? ben, c'est d'avoir le goût de... Le goût du sexe. Oui. Oui, ben dites-le. Faut dire les choses simplement. Alors, parce que c'est deux choses, hein? Le goût du sexe et la capacité d'avoir un orgasme après avoir été très excité, ce sont deux choses. Oui. Mais c'est ce que j'ai actuellement. Oui. Est-ce que vous êtes totalement incapable d'avoir un orgasme ou si ça prend beaucoup, beaucoup de temps? Ça peut prendre du temps, mais avant que je prenne ça, ces antidépresseurs-là, j'en avais. Sauf que là, c'est ça. Ça a beaucoup diminué. Oui. Est-ce que Puis- vous avez fait part à votre médecin? C'est un médecin de famille qui vous a donné l'antidépresseur ou un psychiatre? Un médecin. Ben, j'ai plus de médecin de famille, donc c'est un médecin là, que quand tu vas à l'urgence consulter, là. Est-ce que vous avez fait part au médecin que vous avez consulté à l'urgence que vous n'aviez plus de libido et Oui. plus d'orgasme? Oui, ça. Mais, tu sais, eux autres, ils sont là pour médicamenter. Et... Maintenant, qu'est-ce que le médecin vous a répondu lorsque vous avez partagé les effets secondaires de l'antidépresseur avec lui ou avec Mais il n'a elle? pas élaboré là-dessus. Il n'a pas élaboré là-dessus. Non. Pourquoi il n'a pas élaboré là-dessus? D'après vous? Eux, ils sont là, puis c'est un après l'autre, puis... Non, Manon, c'était un homme ou une femme médecin? Une femme. Elle a été très sensible à votre détresse sexuelle, n'est-ce pas? Non. Je vous taquine. Vous savez, on nous a vendu la salade pendant longtemps, qu'on avait besoin de femmes en médecine pour humaniser la médecine. Vous lui dites, docteur, j'ai un gros problème. Vous avez quel âge maintenant? 48 ans. 48 ans. Et quel âge à peu près avait l'urgentologue, la femme urgentologue? Oh, mon Dieu. À peu près, à peu près. Ben, à peu près, peut-être sur mon âge, là. Une femme de votre âge? Oui. On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Manon. Merci, Manon. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Je vais lire un texto, Doc. Ici. Pourquoi tu non, parles? non, non, non. OK. Allons-y avec le texto. Homme 30 ans. Oui. Antidépresseur pour stress post-traumatique. Oui. Il l'a pris entre 80 et 100 livres. Cher auditeur, est-ce que votre stress post-traumatique va mieux? Moi, j'ai eu des patients qui se sont fait dire par des médecins, hommes et femmes. De quoi tu te plains? T'es plus déprimé. De quoi tu te plains avec ton 80 à 100 livres? De quoi tu te plains avec ton absence de libido? Puis ta difficulté orgasmique? Hey, il y a des médecins qui ont même confié, moi, qui ont fait des confidences à certains patients en référant à leur propre vie sexuelle. Bon, j'ai rien dit, OK, on continue. Mais je trouve ça vraiment très sérieusement. Tu sais, une émission d'aujourd'hui, là, c'est tellement nécessaire. C'est tellement facile d'obtenir des antidépresseurs. Problème de santé publique. Pour ça qu'on en parle. Problème de santé publique. 504 millions de comprimés d'antidépresseurs ont été vendus. J'ai une question Je dirais pas Spring-Spring. avalés. J'ai une question Spring-Spring, OK? Allons-y. On va Oui. avancer. Là. On va faire... là, en passant, notre circuit téléphonique est en train de se remplir. Là. Puis, on s'entend qu'il y en a une méchante gang qui en prend. Bon. Ben, Alors, par texto, au 25226, vous allez inscrire votre genre, votre âge. Si c'était à refaire, avec tous les effets secondaires que vous avez eus, ou les bienfaits, là, OK? OK, je te vois venir. Si c'était à refaire, est-ce que vous auriez pris des antidépresseurs ou vous auriez tenté autre chose?
pour vous sortir de votre déprime ou etc. Maintenant que vous le savez, ce que ça a fait sur vous, là, poids, libido, parce que par texto, on a des séparations aussi, là, le conjoint est plus capable. Là. Donc, tu sais, il y en a un, là, il n'est pas devant moi, je le dis de mémoire, là, il est passé de 8 relations sexuelles par semaine à 1 ou 2 mois, là. Ils se sont séparés, eux autres. Si c'était à refaire, auriez-vous essayé une autre alternative? Ou vous avez le bon choix? OK? Puis ça, là, le sondage qu'on fait aujourd'hui, il est très important. Parce que le résultat, bien, je pense qu'il y en a qui sont peut-être en train d'y réfléchir aujourd'hui à la possibilité de, là, puis que ça va peut-être faire en sorte qu'ils vont réfléchir un petit peu plus encore. Fait qu'on a besoin de vous, là. Oui. OK? Écoute, il n'y a personne, il n'y a aucun médecin au Québec qui va prétendre que les Québécois ont besoin de se faire, d'acheter 504 millions de comprimés annuellement dans les pharmacies du Québec. Non, c'est pas sérieux, là. Il y a un problème de santé publique ici qui n'est pas adressé, qui n'est pas considéré. Mais non, voyons, José. Là, j'ai une chair de poule présentement. Là, OK? Là, ça continuez de nous Qu'est-ce que écrire. t'as comme chair de poule, là? Ben, au moment où on se parle, je vous dirais que 9 sur 10 n'en aurait pas pris. Là. Aïe. OK? Continuez de nous écrire, c'est super important. Oui. Qu'on donne au moins. Oui, on s'interroge, là. J'ai pas de préjugés, j'en prescris. Puis j'en traite des personnes aux antidépresseurs. J'ai pas de préjugés contre. C'est un problème de santé publique au Québec. Donc, on va à la pause. Par texto, votre genre, votre range, juste oui ou non. Si c'était à refaire, est-ce que vous auriez pris des antidépresseurs ou bien vous auriez essayé autre chose? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Si c'était à refaire, est-ce que vous reprendriez des antidépresseurs? Texto 25226. On continue au téléphone. On va parler avec Catherine. Bonjour. Bonjour. Moi, Oui, Catherine. Une histoire courte. J'ai perdu mes jumeaux. Transfuseur 24 semaines. Puis, attendez. Quand je suis tombée, Catherine. Oui? Et vous m'avez déjà perdu. On va aller tranquillement. Non, il n'y a pas de faute. On va aller tranquillement. Vous n'êtes pas habitué, puis on va vous aider. Alors là, vous avez perdu des jumeaux. À quel âge? À 24 semaines de grossesse. À 24 semaines de grossesse, oui. Ça veut dire combien, ça, en termes de mois? Il y avait combien de mois, les jumeaux? Ben, ils pesaient à peu près une livre, là. J'étais supposée accoucher en... J'ai couché en juin, j'étais supposée accoucher en juillet, je pourrais pas vous dire. À peu près 4-5 mois, là. Ils étaient formés. Bon, ils étaient formés, mais ils n'avaient que 4-5 mois. Hein? Oui, je vous disais 24 semaines, mais c'est de grossesse de Mayo. Oui. Alors, ils avaient 4-5 mois de grossesse. Votre grossesse était rendue entre 4 et 5 mois. Mm-hmm. D'accord, oui, allez-y. Continuez maintenant. Ben, ils sont décédés. Moi, j'avais déjà 2 enfants. Oui. Assez jeunes, là, si ça suivait. Oui. Quand c'est arrivé l'accident, je m'en suis... j'ai pris ça comme si on perdait une jambe. Je me suis pas apitoyée sur mon sort. J'ai 2 autres filles à la maison. Le seul temps que j'en venais à la maison. Oui. Mais quand j'arrivais pour m'asseoir devant la TV, je shakeais comme une pinte de peinture. Oui. Je me sentais shaker par en dedans. Oui. Puis j'ai parlé à mon médecin, puis elle voulait que je fasse des affections. Je voulais pas, puis j'ai fini par en prendre. Oui. Non, ça, c'est en 2014. On est rendu en 2019 aujourd'hui. Oui. Entre-temps, j'ai vécu une séparation, parce que quand tu perds des enfants, et les hommes souvent sont plus agressifs, puis moi, j'étais plus... Ah, wow. Catherine, là, d'abord, non. Moi, j'ai suivi les cours de stress, puis je voyais comme ça mon conjoint à l'époque, qui était plus agressif avec nous autres. Il était fâché de la vie. Non, attends. Wow. Oui, excusez. Vous avez référé à un accident. Quel accident? De quel accident parlez-vous? Mes jumeaux sont décédés. Vous appelez ça un accident?
Ben non, mais j'ai peut-être pas le bon terme, mais Non, OK. c'est une OK. tragédie, mais je dirais... OK. Puis là, ensuite, OK. Bon, il est arrivé une interruption de grossesse. Les jumeaux sont décédés. La grossesse s'est arrêtée. Oui. Bon. Et combien de temps après la séparation? Ben, on a une séparation à peu près 2 ans et demi après. Bon. Est-ce qu'il est possible que la séparation ait rien à voir avec l'interruption de la grossesse? Ben... Mais il était pas comme ça, il a changé, puis moi aussi, là, j'ai changé. Là. Bon. Peut-être... Oh! Ben oui, Oh. j'ai changé. Oh! Ben vraiment, là. Ah. Alors, vous avez 2 enfants. Vous perdez votre grossesse est interrompue et vous avez changé. C'est intéressant. De quel changement parlez-vous? Ben j'étais plus stressée parce qu'au départ, j'étais comme... surtout que mes enfants faisaient de la fièvre, j'avais peur de perdre mes 2 autres que j'avais là. Puis j'avais suivi des cours de pas arrêter d'être stressée. Parce que moi, vu que j'étais à la maison, puis je voulais les élever, être là le plus possible, là. Mais, Catherine, racontez-nous ça. OK, c'est plate, là. Vous avez perdu 2 fœtus. Bon, entre 4 et 5 mois. Pesant 1 livre chacun. Oui. C'est pas agréable. Maintenant... Non, mais malgré ça, je trouve que je l'ai bien vécu, par contre, là. Où est-ce que c'était difficile, c'est l'après, là. Oui, mais comment... Puis là, ben... Comment vous expliquez ça? Moi, j'étais plus irritable avec les enfants. Oh! Oui, ben oui. Mais en quel honneur que vous êtes devenu... Pardon? Je suis venue comme surmenée de ça. Puis j'en ai parlé le plus possible, mais les gens autour de nous, ils veulent pas nécessairement l'entendre parler. Donc, je suis allée vers des groupes parce que ça me permettait d'amener souvent mes enfants et les faire garder sur place. Mais je voulais pas aller voir un psychiatre ou un psychologue rendu là parce que je voyais pas le temps. Est-il possible qu'il se soit passé quelque chose après votre avortement des 2 jumeaux? Parce qu'on appelle ça un avortement naturel, là. Bien, on a bâti une maison en même temps. Bon! Ah! La cabane! Oui, racontez-nous. La cabane, c'était un cadeau que j'ai reçu de mon père. Aïe, 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 aïe. Le bonhomme... Oui, ça mêlait beaucoup de cartes. Bon! Merci! Ben, je vous l'ai dit, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Là. Oui, oui, Catherine. Après, j'ai eu la DPJ parce que mes enfants venaient des bleus, puis il fallait que je reste calme. Aïe, aïe, aïe. Et là, ben, attendez, l'histoire de la maison. Hey, attendez, la maison. Oui, allez-y. Le cadeau du bonhomme. Mm-hmm. Écoutez, comment réagit votre conjoint au fait que votre père, votre géniteur, vous donnait une maison? Frustré, puis pourtant, on essayait. Tu sais, même moi, là, je voulais toujours qu'il soit dans les décisions. Il était sur le testament. Tout était fait pour qu'il fasse partie, qu'il ne se sente pas délaissé, mais il ne se sentait pas bien pareil. Catherine, Oui? Écoutez, là, on est dans le trouble, là. Est-ce qu'il est possible que votre géniteur ait foutu le bordel entre vous et votre conjoint? Ben lui, c'était parce qu'il voyait la famille qui s'agrandit puis il voulait nous aider là-dedans. Catherine, est-ce qu'il est possible que votre géniteur, en toute connaissance de cause, ait un lien direct avec votre séparation? Ben pour moi, non. Est-ce qu'il est possible que votre géniteur ait humilié votre conjoint? Il s'est jamais de nos affaires. J'ai une maison, bonsoir. Tu sais, oui, mais dire, j'ai fait une part pour mon continuité de famille, puis c'est jamais incrusté dans quoi que ce soit dans nos décisions. Est-ce que c'était à votre demande qu'il vous construise une maison? Aucunement, j'en voulais pas. J'aime pas ça, j'aime pas ça être pris avec... Est-ce qu'il est possible que votre géniteur ait volontairement humilié votre conjoint pour foutre le bordel entre vous deux? Non, il était très déçu de toutes les... Est-ce que votre père vous aime? Oui. Ça, au moins... Il a empoisonné, il le regrettait. Tu sais, il a trouvé sa plate, les tourneaux qui est arrivé. Catherine, mon nom, c'est Mayou, pas Valise. Il était content. Je ne vous ai pas appelé pour ça non plus, là. Moi, je voulais... Alors, je sais que vous avez appelé. Vous n'avez pas appelé pour ça. Vous avez appelé pour votre avortement. Je le sais. Non, ben c'est parce que j'aimerais ça, ils arrêtaient. Moi, je suis pas capable, monsieur. Ouais. Je vais arrêter ça, si je veux pas. Ben oui, mais l'amour, c'est ça.
C'est quoi, c'est ça? Il existe un grand amour, Catherine. Moi, mais Dans aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Catherine. Ma vie a continué, là. Catherine, il existe un grand amour dans votre vie. Oui, allez-y. Il existe un grand amour dans votre vie. Un homme qui vous aime beaucoup. Mais je l'ai presque pas connu de ma vie. Mes parents sont séparés quand je suis née, puis j'ai vécu de l'humiliation. Tu sais, aujourd'hui, je suis baptise un de mes enfants, il y en a un qui vient pas, là. Écoute, Ça ensuite, peut être fait il dans va... le but de- Écoutez, Catherine, il va vous payer une maison alors que vous ne voulez rien savoir. C'est le summum. C'est le summum de l'amour. Hey, vous aime. on doit s'arrêter. Merci En beaucoup. tout cas, c'est pas comme ça que je le vois, là, mais c'est parce que je le connais presque pas, mon père. Ouais, un homme qui vous connaît presque pas, qui vous donne une maison. Bye. Bye-bye. Texto avant d'aller à la pause. Femme 39. Jamais je ne retoucherai à ça. Je me suis perdue en prenant une marche dans mon quartier tellement ça m'a étourdie. Mon père, psychologue, m'a obligée à aller chercher un traitement aux antidépresseurs. J'étais anxieuse à l'idée de quitter mon emploi d'étudiante pour trouver du travail dans mon domaine. Je lui ai demandé si je pouvais compter sur lui financièrement si jamais j'en avais besoin pendant la transition. C'était sa condition pour m'aider. Le lien de confiance s'est brisé à la suite de cet épisode et n'est jamais revenu. Bon. Alors, chère auditrice, vous n'êtes pas la première à prendre des antidépresseurs et à devenir un peu confuse, un peu mêlée. Vous n'êtes pas la première. Vous n'êtes pas la seule. Ce n'est pas un effet coutumier, mais ça arrive et vous pouvez être étourdi au point d'avoir un peu de difficulté à vous retrouver. C'est rapporté dans ma clientèle. Alors, continuez de nous texter. Je vais dire tantôt, avec l'aide de Benjamin, le résultat de notre question Spring. Est-ce que, si c'était à refaire, vous reprendriez des antidépresseurs, oui ou non? Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Alors, grâce à Benjamin, on va donner le résultat de notre question Spring. Je suis très curieuse, sérieusement, de voir le tout. Mais juste avant, je veux donner une réponse qu'on a eue. Ça m'a fait rire. En tout cas, c'est pas drôle, là. Parce que notre question, c'est si c'était à refaire, reprendriez-vous des antidépresseurs? Homme 43, non. Et je ne me marierai plus non plus. En tout cas, on va mettre ça dans notre calepin. Ça pourrait être une question à un moment donné. Oh boy! Alors, Benjamin, Oui, qu'est-ce que ça donne comme résultat? ça donne un résultat divisé. OK. 58% des répondants à notre question ont dit non, je ne retoucherai pas aux antidépresseurs. OK. Et 42% ont dit oui. Ce que je remarque, c'est que ceux qui disent non, c'est plus jamais. Je veux pas retoucher à ça de ma vie. Et ceux qui disent oui, c'est j'aurais dû commencer plus tôt. OK. Ça peut-tu aller? Merci beaucoup. Bienvenue. Ça peut-tu aller selon la gravité de l'état de la personne? Non, c'est très variable. Ou c'est que les gens, il y en a qui veulent justifier leur choix? Bon, oui, tout ça et plus. Bon, on a découvert avec le cannabis que les cerveaux humains ne répondaient pas à cette drogue-là de la même façon. C'est-à-dire, réponse de tout acabit. La même chose avec les antidépresseurs. Ça ne fait pas le même effet sur les cerveaux humains. Okay. Puis lorsque vous prescrivez un antidépresseur à quelqu'un, le médecin ne sait jamais comment la personne va répondre. Mais en passant, là, Oui. c'est terrible. C'est plus qu'une personne sur deux qui ne reprendrait pas d'antidépresseurs si Ah oui, c'était à refaire. J'ai très bien compris. C'est quelque chose, là. On est près de 60 on est Ben près oui, du 2 ben oui. tiers. Bon, tu m'as posé une question tout à l'heure. Parce que là, les auditeurs ils disent oui, mais on fait comment pour se débarrasser des antidépresseurs si on croit qu'on n'en a pas besoin? Ça prend un suivi médical, mais plutôt un suivi psychiatrique. Parce que c'est jamais pareil d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de gros sevrage anticipé avec les antidépresseurs comme on peut voir avec l'Ativan et le Rivotril. Allant même jusqu'à des états confusionnels, du délirium tremens. On n'a pas ça avec les antidépresseurs. Par contre, il y en a un pourcentage qui, lorsqu'ils arrêtent abruptement, vont devenir inconfortables dans les jours suivants. Des tremblements, des étourdissements, de l'inconfort, possiblement un retour d'anxiété, l'anxiété rebond. Et ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. D'où l'importance d'être bien suivi, c'est ce que j'essaie de faire. Règle générale,
si vous voulez tenter avec votre médecin de famille de diminuer d'arrêter vos antidépresseurs, allez-y graduellement. Et il y a des pharmaciennes qui sont rendues pas pires là-dedans. Oui, je suis sérieux. OK. Il y a des pharmaciennes qui accompagnent des personnes qui ont pris des antidépresseurs pendant des années et qui leur disent, ben là, vous enlevez tant de comprimés par semaine ou par 2 semaines, mais avec un suivi médical. OK. C'est une bonne nouvelle. Oui. On va parler avec Sylvain qui nous appelle de Trois-Rivières. Bonjour, Sylvain. Oui, bonjour. Sylvain. Dans le fond, moi, ça fait environ 14 ans que je prends du Paxil. Oui. Et puis, depuis que je prends ça, dans le fond, oui, j'ai pas une perte de libido. Dans le fond, l'érection est beaucoup moins dure, moins longue. Oui. Et puis, j'ai pris du poids aussi avec ça. Combien de livres? Environ 50. Dans combien de temps? Ouais, ça a quelques années, là, quand même, là, peut-être bien 3-4 ans. En 3-4 ans, 50 livres. Et vous avez... Puis, oui, allez-y. Non, c'est correct. Dans le fond, là, tu voulais me demander, j'avais pris ça pourquoi, c'est ça? Oui, exact. C'est mon taux de stress. Dans le fond, avant d'avoir une famille, une femme, des enfants, exemple, je sortais dans un bar, s'il y avait plein de monde, à un moment donné, j'avais mal au cœur, je venais stressé, j'avais chaud, donc je me sauvais. Je disais au monde, je sais pas, je m'en vais chercher un paquet de cigarettes, un paquet de gomme. Je sortais à l'extérieur, ça passait, puis je revenais. Puis à un moment donné, avec le temps, c'est devenu que c'était plus vivable. J'étais plus capable d'aller au dépanneur ou fallait que je reste enfermé. Là. On dirait que j'allais vomir. À quelle heure? Puis, À quel âge vous aviez ça? Ça fait, dans ma tête, ça fait depuis mon enfance. Depuis que je suis très jeune, j'allais pas aux activités à l'école à cause que j'avais peur, j'avais des maux de cœur, du stress. Ben oui. Et ça a été causé par quoi, d'après vous, avec le recul? Je ne sais pas, pour vrai. Oui. Sérieusement, je ne sais pas. Vous avez quel âge, là, Sylvain? J'ai 40. Bon. Vous savez, un des problèmes que je constate à titre de psychiatre et de psychanalyste avec les antidépresseurs, c'est que à peu près tout le monde qui prend des antidépresseurs ne font aucune introspection, c'est-à-dire ne s'interrogent aucunement sur leur passé. Pouvez-vous m'expliquer, vous, comment on peut vivre une vie rendue à 40 ans et ne jamais s'être interrogé sur son passé? Expliquez-moi ça, cher Sylvain. Je me suis interrogé beaucoup, OK? Je vais vous dire, dans le fond, à un moment donné, ma femme, elle me disait peut-être, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai été abusé sexuellement, mais je suis capable d'en parler ouvertement. Dans le fond, on dirait que ça me stresse pas, ça, cette histoire-là. Puis sinon, c'est pour autre chose. Alors, c'est pas l'abus sexuel, dites-vous, qui vous stresse. Bien, qu'est-ce qui vous a stressé quand vous étiez jeune, si c'est pas l'abus sexuel? Je le sais pas. On n'est pas allé loin dans l'introspection, mon cher Sylvain. Alors, qui a abusé de vous et dans quel contexte? C'était le meilleur ami à mon père. Non, nous dites-vous. Le meilleur ami de papa chéri? C'est en plein ça. Ben oui. J'avais 6-7 ans. Ben oui, le meilleur ami de mon père. Ah, les meilleurs amis de papa, les petits garçons, souvent, ils les aiment beaucoup. Il a réagi comment, votre père, quand il a su ça? Comment t'as dit ça? Il a réagi comment, votre père, quand il a su ça? Ben moi, j'étais pas là. C'est ma sœur qui l'a dit à mon père. Moi, j'avais 15 ans quand j'ai dit ça. À ma mère en premier. Mon père et ma mère sont séparés, ça fait longtemps. Mais d'un, mon père est décédé. Là. Mon père était très fâché, dans le fond. Il était chez lui avec un bat de baseball, puis il était pas là, le monsieur. Et il n'est pas retourné avec son bat de baseball, hein? Non, il est déménagé. Dans le fond, le monsieur, en tant que tel... Non, vous l'avez pas... Regardez, le problème est là. Sylvain, vous appelez monsieur votre abuseur. Ah non, c'est un trou de cul, là. C'est parce que j'essaie d'être poli à radio. Non, on vous a pas demandé ça. Le monsieur... OK, ben non. Ah non, mais c'est un trou de cul, là, je veux dire... peu importe, lui... oui, non, le bonhomme, là. Je veux dire, j'essaie juste d'être poli. Sylvain, on va aller plus loin. Comment se fait-il que le meilleur ami de votre géniteur a réussi à abuser sexuellement de vous? Dans le fond, mon père, je le voyais une fois par année. Puis, il habitait loin de chez ma mère. Je le voyais une fois par année. Puis quand je le voyais, encore là, il travaillait toute la journée. Et puis, son ami, il avait été
dans le fond, il habitait dans une maison de Boiron, dans le bois, là. Puis son ami était venu, m'avait apporté chez lui. Dans le fond, il est venu me chercher chez ma mère, m'a apporté chez lui. Et puis, j'allais à la pêche, des activités avec. C'est plus lui qui s'occupait de moi que de mon père, dans le fond. Puis... Sylvain. Oui. Votre génitrice vous laisse aller... Ouais. Elle vous laissait aller avec un homme comme ça, qui vous aimait beaucoup, manifestement, qui passait beaucoup de temps avec vous. Il y avait de l'amour dans l'air, n'est-ce pas, Sylvain? Oui, mais j'ai jamais eu de trouble avec ma mère. Ma mère, elle m'a tout donné, là, je veux dire. Même encore, ma mère... Puis elle vous a même protégé, je vous le dis. Non, mais elle ne savait pas, ça. Elle l'a su quand j'ai dit quand j'avais 15 ans. Non, puis elle s'en est pas doutée non plus. Elle voyait le gars... Ah non, ça n'est pas douté. Écoute, il vous aimait beaucoup, l'abuseur, n'est-ce pas? Ah, ben oui, il aimait ça. Il aimait ça, les kékettes, lui. Oui, il aimait ça. Et votre génitrice n'a jamais vu l'amour dans l'air. Sylvain! Non, ma mère, elle l'a pas. Jamais qu'elle a vu ça. Non, ma mère, elle l'a pas vu ça. Non, mais elle l'a pas dit. Sylvain, vous êtes naïf. Êtes-vous père d'enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Qui ont quel âge? 2 petits gars. J'ai un de 6 ans et puis un de 13. Ouais, 6 et 13. Comment? Ouais, 6 et 13 ans. Oui, 6 et 13. Est-ce que vous laisseriez aller vos 2 enfants avec... Non. Non, pourquoi? Ben, avec un homme tout seul, non, j'ai pas de confiance envers les hommes. Pour les enfants, là, non, même, je ne sais pas si j'ai de la difficulté avec... Je sais que ça n'a pas rapport, supposé, mais j'ai de la difficulté avec les homosexuels juste à cause de ça. Je ne sais pas pourquoi je vois... Je ne sais pas. Ouais, pas simple. Je crois juste parce que j'ai été abusé par un homme. Ouais. Avec la complicité. Votre mère, quand elle vous voyait partir avec cet homme-là, qui vous emmenait à la pêche, qui prenait grand soin de vous, elle était contente. Ben, elle me voyait partir de la maison. Ma mère habitait à Trois-Rivières, mon père dans les Appalaches. Ouais. Donc, il est juste venu me chercher, et puis après ça, elle ne me voyait pas. Logiquement, j'étais sous la garde de mon père. Mais je n'étais pas sous la garde de mon père, j'étais sous la garde du pédophile. Sylvain. Quel rapport entretenez-vous avec votre mère actuellement? Ben, ça va très bien. Ouais, ben, est-ce qu'elle a accès facilement à vos garçons? Surtout celui de 6 ans? Non. Oh, non. Racontez. Non, il y a juste celui de 13 ans qu'elle a vu souvent. Sinon, ma mère est comme semi-autonome, donc elle ne serait pas capable de s'occuper des enfants, mais oui, elle les adore. Là. Un problème de moins, hein? Un problème de moins, Sylvain. On va s'arrêter là-dessus. Merci d'avoir appelé. Très intéressant. Oui. Bye, on va se voir en boxe. C'est très Sylvain. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On va aller au téléphone tout de suite. On poursuit avec notre sujet aujourd'hui sur les antidépresseurs. Isabelle, bonjour. Bonjour. Isabelle. On vous écoute. Oui, ben moi, ça fait depuis 2005, dans le fond, que je prends des antidépresseurs. On a appelé ça à un moment donné, mais mon médecin a appelé ça aussi un stabilisateur d'humeur. Quand j'ai commencé à les prendre, je suis comme tombée en burn-out, dans le fond. J'avais un service en milieu familial. J'étais rendue à bout. C'est ça qu'on s'était construit, moi et mon conjoint avant, travailleur autonome. On a fait beaucoup. Alors, les deux en même temps, à un moment donné, j'ai atteint le bout du rouleau, comme on dit. Puis, mais je le sais que ça traînait depuis longtemps. Depuis mon adolescence, en fait. Qu'est-ce qui traînait depuis l'adolescence? Mes troubles de l'humeur. Qu'est-ce qui traînait depuis l'adolescence? Le manque de confiance en moi. La peur de ne pas plaire aux autres, de faire rire de moi. Ce qui m'a suivi toute mon enfance, je vous dirais. À partir de facilement 4e année, 5e année, là, l'estime de moi en a pris un coup. J'ai réussi à passer à travers mon secondaire de peine et misère. J'ai fait une tentative de suicide à 18 ans.
Les psychiatres m'ont dit, suite à quand je suis rentrée à l'hôpital, m'ont évalué et m'ont dit que tout était beau, m'ont retourné chez nous. Puis, jusqu'à l'âge de 28 ans, là, ça... Oui. Isabelle, qu'est-ce qui était pas beau? La peur de déplaire puis de faire rire de vous. Oui. Avez-vous une infirmité quelconque? Avez-vous une caractéristique qui sort du lot? Un surplus de poids. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'étais la grosse du quartier, la grosse de l'école. Et la grosse pesait combien? Ben moi, je me souviens que... À 10 ans, 11 ans, oui. Ben, je sais qu'à 18 ans, je pesais 215 livres. Ouais. Mais avant ça, c'est sûr que je regarde des photos de moi là quand j'étais au primaire puis au secondaire, puis je me dis, my God, j'étais pas obèse. J'étais juste différente des autres, la majorité. Puis j'ai eu la malchance de, c'est ça, d'être dans un milieu où c'était moi qui étais la top dans le surplus de poids. On va parler de vous dans votre famille. Oui. À la même époque. Ça avait l'air de quoi? Et c'est sûr que moi, tu sais, aujourd'hui, je vais avoir 42 ans bientôt. Puis, je trouve ça difficile parce que j'ai une grande fille qui rentre au secondaire l'année prochaine. Puis, j'en ai une autre en première année. Puis, je pense que votre question, là, ça remonte vraiment, là, je pense que c'est avec ma mère. Ma mère, c'était une très belle femme. Pas de surplus de poids. Était préoccupée par son apparence physique. C'était une femme qui travaillait, donc ne sortait jamais pas maquillée, pas coiffée. Fait que moi, j'en ai... je suis revenue à en déduire que ça provenait de là. Qui vous nourrissait à l'époque, quand vous étiez jeune? Qui me nourrissait? Oui. Bébé, non, vous voulez dire? Bébé, pendant l'enfance, jusqu'à 11 ans. Ben, ma mère, quand elle nous a eu, moi et mon frère, on a 2 ans de différence, était à la maison. Je sais qu'elle nous a pas allaités. J'ai été un bébé au biberon. Je pense que non. Après ça, ben, quand on a commencé, je sais que j'ai commencé l'école à 4 ans, ben là, on a commencé à avoir des gardiennes à la maison. Mais à part de ça... Je vous ai posé la question, qui vous nourrissait? Qui me nourrissait? Hey, c'est hallucinant. José, j'en reviens pas. Isabelle! Isabelle! Une question aussi simple, qui vous nourrissait? Ben, mes parents. Voyons, mes parents me nourrissaient. Oui. Oui. Non. C'est qui là, qui préparait le repas, qui en mettait dans votre assiette? Oui, j'en ai... oui, ça, là, j'ai eu une bonne discussion avec ma mère parce que, justement, j'ai été révoltée à un moment donné, que je me disais, mais pourquoi vous m'avez laissé... quand j'ai fait ma tentative de suicide à 18 ans, mon père s'est réveillé puis il a fait, ben voyons donc. Eux autres, ils m'ont toujours vu comme leur fille. Ils m'ont... Isabelle, oui. Qui c'est qui remplissait l'assiette pour vous engraisser comme un petit porcelet? Oui. Mais j'avais bon caractère, hein? Isabelle! C'est qui? Oui. Écoutez, là, c'est devenu évident, tout le monde a compris. Oui. Ouais. La bonne femme, elle était belle. Hein, ouais. La bonne femme, elle était belle, mais elle ne voulait qu'être la seule belle dans la piole. Oui. Hein, Isabelle? Oui. Hein? Pourquoi qu'on engraisse sa fille? Hein? Pour un père, parce qu'on veut la garder. On veut pas que les autres hommes rôdent autour d'elle. Puis pour une mère, pour diminuer la compétition. Oui. Auprès du père. Je pense qu'elle m'a déjà avoué, ça me revient, là. Elle m'a déjà avoué qu'elle a déjà eu peur que mon père abuse de moi. Merci, Isabelle. On lâche pas. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Bye. Je pense que je vais avoir une discussion avec ma mère. Mayou, c'est un fauteur de trouble. C'est madame-là qui vous aime moins. Hein?
On appelle ça débusquer l'ennemi, qui était vraiment mais bien c'est embusqué. comme, même encore, là, après ça fait 2 ans et demi là, qu'on travaille ensemble, là, même encore, c'est difficile pour moi de comprendre qu'une mère fasse ça à sa fille ou qu'un père fasse ça à sa fille. Ouais. Qu'il fasse exprès pour remplir l'assiette, pour l'engraisser. C'est comme pas Comme un porc. possible. C'est comme pas possible de croire ça. Puis là, ils ont toutes sortes de raisons. On n'a pas continué avec Isabelle, là. Ben là, il faut que tu manges. Il y a un paquet de monde qui crève de faim dans le monde, puis... Ben là, tu vas faire de la peine à maman. Je me donne la peine de vous faire des belles choses, puis vous en mangez. Hey, tout y passe. Pour l'engraisser. On se quitte là-dessus. C'est ce qui complète notre émission. Merci encore une fois Oui. beaucoup tout le monde de votre participation. On efface les textos, surtout les hommes qui ont dit qu'ils trouvaient ça tough. On va avoir une femme qui avait des antidépresseurs dans sa vie. Merci beaucoup, Benjamin, statisticien et mise en onde. Doc Mayou, on se dit à demain. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.